Bien, merci à vous deux, Marilyn Tovar et Emmanuel Benoît. Donc là, on peut lever l'inhibition. Les questions, le temps de parole est ouvert, mais auparavant, peut-être applaudir nos deux orateurs. Et juste avant la pause, on va pouvoir échanger. Je confirme aussi, c'est comme pour Jean-Michel, il y a un document à paraître qui arrivera d'ici 15 jours, qui va un peu rentrer dans le détail avec les verbatims et le message de ces joueurs. Merci pour la précision. Alors, y a-t-il des questions? Donc, les questions, pour rappel, peuvent porter sur les deux interventions qui viennent d'avoir lieu, celle de Jean-Michel, de Marilyn et d'Emmanuel. Madame Bonner. Merci beaucoup pour ces deux belles présentations. Mes questions s'adressent à toi, Jean-Michel. Sur l'étude, je trouve ça très intéressant, cette uniformisation des différences de genre, ou de sexe biologique plutôt. Et je voulais savoir, parce que je ne suis pas sûre, peut-être tu l'as présenté et c'est allé trop vite, je n'ai pas vu, est-ce qu'il y a une différence quant au type de jeu pratiqué chez les filles et chez les garçons? Ça, c'est ma première question. Puisque filles et garçons jouent, mais jouent-ils à la même chose? Et puis ma deuxième question, c'est par rapport aux facteurs prédictifs du jeu problématique. Toutes les motivations, surtout le coping, sont apparues, mais vu que tu t'intéresses à la typologie de ces joueurs problématiques, je voulais savoir s'il y avait un différentiel justement quant à la motivation eu égard du type de jeu pratiqué. Oui, alors je vais commencer par la deuxième parce que effectivement on n'a pas croisé motivation par le type, mais sur l'impulsivité et la motivation, j'attends un peu que des gens plus compétents puissent travailler parce que cette étude me semble en tous les cas pouvoir faire l'objet d'analyses secondaires. Là, on a travaillé dans le sens un petit peu de la statistique publique. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon origine, c'est-à-dire plutôt orienté à la décision sur les résultats. Mais la motivation et l'impulsivité, il reste tout à faire. Et je pense qu'il y a vraiment un chantier à entreprendre dans ce domaine. Pour ta première question, par contre, c'est clair que les pratiques, s'il y a une homogénéisation globale, il y a quand même derrière une image un peu plus contrastée et que les pratiques des garçons et des filles ne sont pas identiques, notamment évidemment la présence des paris sportifs, même si pour les paris sportifs, leur dimension quasi exclusive masculine a disparu. Il y a aussi beaucoup en tout cas chez les mineurs, de jeunes filles qui pratiquent également les paris sportifs. C'est de même pour les e-sports. Donc oui, le niveau de pratique, c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve le marqueur genre comme facteur prédictif du jeu problématique, parce qu'il joue assez globalement, en étant grossier, à des jeux à plus fort risque que les filles. Bien, merci. Merci pour les questions et les réponses. Alors, il y a une question... Elisabeth? Non. Parce qu'il y a deux... Voilà. Je passerai après Jeanne, c'était pas grave. Et, non, moi, j'ai noté que vous recommandiez tous de surveiller la publicité. À l'approche de la Coupe du Monde de football, comment allez-vous faire? C'est juste une question pratique. Oui, alors, moi je ne vais pas m'exprimer parce qu'on m'a présenté comme membre du collège de l'ANJ, mais j'interviens aujourd'hui au titre de mon activité de recherche rattachée à l'Université Concordia de Montréal, à la chaire de recherche. Et j'ai, en tant que chercheur, des positions sur la publicité. En fait, c'est assez clair, la publicité. Actuellement, le cadre légal est extrêmement clair. La publicité est autorisée. Après, l'État a donné à l'ANJ un rôle pour, entre guillemets, limiter la casse, c'est-à-dire édicter des lignes directrices sur le contenu, etc.
Je ne sais pas si vous avez tous vu la publicité qu'a évoquée Emmanuel. Bon, ça en est une bonne illustration. Elle rentre dans les clous de ce qui peut être autorisé, parce que la seule restriction de la loi, c'est la promotion du jeu des mineurs ou du jeu problématique. Mais une publicité qui est basée sur le principe l'important c'est de gagner, voilà. Ou alors on interdit la publicité. Alors c'est évident que la question de la publicité, elle est centrale sur toutes les politiques publiques, alcool, tabac, c'est central. Si on veut prévenir les risques, on commence par interdire, en tous les cas fortement réguler la publicité. C'est la règle de base de toute stratégie publique efficace. Donc on aura beau essayer d'écoper à la petite cuillère avec des campagnes de prévention ou avec des messages sanitaires, tant qu'on aura le robinet à fond de la publicité, et encore, il faut voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc c'est évident que toute stratégie publique de prévention du jeu problématique, son préalable, c'est... si ce n'est une interdiction, en tous les cas une régulation, une restriction beaucoup plus forte de la publicité. Mais c'est une opinion très personnelle. Bon, pour compléter ce que dit Jean-Michel, je dirais, nous chercheurs, le seul pilier sur lequel on peut appuyer, c'est diffusion des données que nous avons à l'ANJ. On présente régulièrement nos données, nos résultats à l'ANJ. On les sensibilise avec ce que le terrain apporte comme information. Et puis bon, après, voilà, on n'est pas décisionnaire à ce niveau-là, quoi. Voilà. Non, mais il y a une règle. On alerte. Il y a une règle économique de base qui s'impose. C'est, tout le monde le sait, l'essentiel du revenu d'un secteur est lié aux pratiques problématiques, et vous ne pouvez pas demander si vous autorisez la publicité dans un système où il y a de la concurrence, si vous ne ciblez pas ceux qui vont grosso modo vous apporter l'essentiel de votre chiffre d'affaires, voilà, vous êtes en complète contradiction avec des impératifs économiques. Oui, merci pour cette réponse que je pense que nous sommes nombreux à partager. Oui. Je vous donne la parole. Oui, je voudrais revenir sur le jeu problématique. Donc Jean-Michel a dit 35% des joueurs, qui est un chiffre très impressionnant. Et dans les facteurs individuels sont bien identifiés la multi-activité. Mais je ne vois pas si on fait aussi le lien avec non seulement la multi-activité, mais la multi-pratique, c'est-à-dire avec d'autres pratiques, comme par exemple la consommation de substances psychoactives, voire addiction. Voilà, donc je trouve qu'il faut peut-être dépasser ce seul cadre du jeu lui-même pour identifier mieux ces populations vulnérables. D'ailleurs, ça rejoint la deuxième intervention de Marilyn sur ces parieurs sportifs qu'on définit comme appétents au gain et sensations fortes. Là aussi, on retrouve donc des populations avec certaines caractéristiques personnelles, comme l'impulsivité par exemple. Et je trouve ce qui est bien, et ce que j'ai noté dans le propos de Marilyn, c'est de vouloir, disons, mieux cibler les mesures par rapport à ces populations vulnérables qui, à mon avis, il faut un peu mieux caractériser aujourd'hui. Merci. Vous voulez rebondir Non, Oui, l'éco-addiction, c'est effectivement un gros sujet. Du point de vue méthodologique, ça suppose d'avoir des enquêtes plus larges, c'est-à-dire des enquêtes sur la santé, telles que le baromètre santé, sur lequel on puisse travailler sur l'ensemble des conduites addictives. Il y a aussi un autre domaine, et je le dis parce que c'est un sujet de recherche prioritaire de l'Université Concordia, enfin de la chaire recherche à Montréal, c'est l'interpénétration entre deux espaces qui sont d'ailleurs
étudié par le GIS, c'est le gambling et le gaming. Et je vais faire une intervention tout à l'heure qui va porter justement sur cette question. Notamment la partie, ce qu'on appelle pay to win du gambling, du gaming. Pardon. Merci Jean-Michel. Alors peut-être une dernière question avant la pause. Oui, merci pour vos 3 interventions, très éclairantes effectivement. J'ai noté en particulier votre expression que j'ai trouvée particulièrement intéressante. La ligne Maginot est débordée et il faut maintenant trouver des lignes cavalières. Donc voilà, il me semble que là, il y a vraiment quelque chose d'essentiel qui est dit sur cette question et qui est dit aussi dans ce que Emmanuel Benoît a laissé entendre finalement de l'usage du travail des chercheurs par les promoteurs eux-mêmes. Donc c'est-à-dire quelque chose qui se retourne finalement en effet pervers. Et il me semble effectivement que sur le plan de la recherche, on a aussi à travailler vraiment en profondeur cette question-là. Donc je voulais savoir s'il y avait un petit peu des pistes sur ce plan-là. Et le deuxième point, c'était ce qui a été abordé par Marlene Tovar, c'est-à-dire parmi les motivations des joueurs, vivre le gain des autres. Voilà. Et je m'interrogeais aussi sur cette formule parce que c'est une formule qui laisserait entendre en fait une forme de générosité et qui d'un autre côté, au contraire, appuie plutôt sur une forme de revanche et de revanche par rapport à des échecs personnels. Donc c'est aussi, je pense, lié à des pulsions d'échecs qu'il faudrait sans doute travailler aussi sur cette question du jeu excessif. Moi, je vais répondre d'abord sur le gain des autres. Nous avons à CEDA publié cette année une étude qui a porté, une étude qualitative en focus group qui a porté sur le gain marquant des autres. C'est-à-dire qu'on avait fait une première étude qui avait montré que le fait d'être en contact avec des personnes qui ont gagné a un impact sur la pratique, mais sur la mémorisation du joueur du gain. C'est-à-dire la notion de gain marquant, quand on leur avait demandé de définir ce qu'ils entendaient par gain marquant, ils ne parlaient pas de leur gain, mais du gain de l'entourage. Donc on a ciblé l'étude qualitative sur cette approche du gain d'autrui, et on a découvert que l'impact est encore plus important que son propre gain, et c'est ça qui va déterminer, je dirais, chez nos mineurs, d'avoir à la maison des parents qui ont eu des gains conséquents. Ça va déterminer aussi le vécu du gain dans les points de vente. Comment est-ce qu'il y a une mémorisation, un impact important sur le joueur qui assiste dans un casino, dans un point de vente à ce gain. Toute l'émotion, toutes les sensations qui sont ressenties, qui conservent en lui pendant des années. Donc cette étude a montré la mémorisation du gain, même s'il a lieu il y avait 20 ans, le joueur est capable de donner des détails de ce gain qui est là, définitivement ancré en lui. Donc on a cette étude, je demanderai à Boris de le mettre à disposition, je ne sais pas si tu l'avais fait, je crois. Donc il y a cette énorme étude qui a montré l'impact de ce gain d'autrui. Oui, votre observation, elle est complètement pertinente, je la rejoins tout à fait. Et peut-être d'ailleurs que le GIS est un de ces lieux, et je ne sais pas, je fais juste une proposition, mais pour dans 2 ans, on pourrait peut-être aussi faire de la place pour un dialogue entre travaux de recherche et politiques publiques ou régulation. Voilà, je pense que ça peut être un atelier extrêmement intéressant.